À un moment donné, je suis tombé sur un Russe civil qui était assis, appuyé contre un tank détruit et qui se saoulait la gueule, en fait. Et sur l'aile du char détruit, il avait posé des oranges, un paquet de cigarettes, je ne sais plus, des oignons, enfin une pomme, enfin des choses comme ça. Et je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Et donc là, j'étais avec Heidi Bradner qui traduisait, parce qu'elle parle russe. Et le type disait qu'il s'était renseigné, il avait cherché, il avait appris que son fils était mort. Il avait trouvé le tank dans lequel pourrissait le cadavre de son fils. Et donc, entouré d'une odeur pestilentielle de cadavre en pourriture qui était à l'intérieur de ce char, le type faisait le deuil de son fils. Et il se saoulait la gueule en parlant de lui, en faisant des grands gestes. Et quand je faisais les photos de ce type qui nous racontait la vie de son fils, ses malheurs, etc., il y avait une petite fille, endimanchée elle aussi, avec son frère, qui dansait une danse classique sur les chenilles. Je me suis retourné et Heidi m'a dit il y a des Tchétchènes en armes qui sont là et ils te demandent si tu as fini l'interview. Je dis pourquoi? Ils m'ont dit parce qu'après ils voudraient prendre le Russe et lui casser la gueule. Je dis mais pourquoi ils vont casser la gueule à ce pauvre homme qui pleure son fils? Ils m'ont dit parce que c'est le père d'un assassin. Et ils m'ont expliqué que les maisons détruites devant le char avaient été détruites par le char avec les habitants à l'intérieur avant que eux puissent détruire le char. Donc effectivement, dans les maisons, il y avait aussi des cadavres de civils qui avaient été tués par le tank avant qu'ils soient détruits. Donc j'ai essayé de faire comprendre aux Russes que ce serait bien qu'ils s'en aillent. J'ai fait durer l'interview, puis à un moment donné, ils l'ont ramené dans un coin et ils lui ont expliqué à la façon tchétchène ce qu'ils pensaient de lui. Il y a un Tchétchène qui m'a amené au combat et on courait dans une avenue. Et à un moment donné, je me suis aperçu en levant les yeux qu'on était à 5-6 mètres d'un tank russe en plein jour et que le type l'attaquait en fait. Et que moi, comme un imbécile, je courais derrière lui. Moi, je croyais qu'on changeait d'endroit. Mais en fait, non, on attaquait un char russe en plein jour avec une grenade à main et un pistolet. Donc j'ai freiné les cas de fer, je me suis mis derrière un mur. J'ai fait une première photo, le char s'est échappé. Et enfin, arrivé un autre Tchétchène avec un lance-roquette anti-char. Et donc, je me suis mis derrière lui, enfin, sur le côté, pour essayer d'avoir la photo au moment où il tire sa roquette. Et il ne tirait pas, et je sentais le char qui se rapprochait de nouveau, et qui allait finir par nous repérer et tirer un coup de canon dans le mur. Donc, à un moment donné, je n'ai pas l'habitude de participer au combat, mais là, j'ai tapé sur l'épaule du type en disant, mais tire. C'est bon, quoi. À un moment donné, il m'a pris, j'en avais marre que je l'engueule, et il m'a passé la tête au coin et j'ai regardé. Il y avait effectivement le char qui tournait sur la place. Et en fait, le char était poursuivi par une vieille Tchétchène avec une hache qui tapait sur le tank en insultant les tankistes. Et le combattant tchétchène ne voulait pas la tuer. Donc il hurlait à la bonne femme de foutre le camp pour tirer sur le char. C'était un petit peu compliqué quand même pour lui. Donc finalement, ils ont eu le char. Et j'ai fait une photo de la femme tchétchène avec sa hache comme ça, très fière devant le char détruit derrière elle. Donc c'était une guerre très particulière quand même. Et puis il y avait la résistance passive, c'est-à-dire que je suis tombé une fois sur 2 jeunes filles qui s'étaient habillées avec des manteaux de fourrure et très bien maquillées pour aller chercher de l'eau sous le feu. Et je leur ai demandé pourquoi elles s'habillaient comme ça. Elles ont dit c'est pas les Russes qui vont nous empêcher d'être belles. Et un jour, je filmais aussi à un moment donné des ruines quand est apparue cette femme endimanchée, magnifique, avec une ombrelle violette et habillée en violet, très chic, et qui est passée comme ça devant moi. Donc je suis allé la voir, j'ai fait une photo, j'ai filmé,
Et je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle m'a dit, je sors. J'ai décidé de sortir et de me promener dans ma ville. J'ai dit, mais c'est extrêmement dangereux. Là, vous êtes dans un endroit découvert. À n'importe quel moment, un obus peut tomber. Elle a dit, personne ne m'empêchera de me faire belle et de m'habiller comme je veux. Des confrères qui arrivaient de plus en plus. Et un ami et confrère qui s'appelle Alfred Yagobzadeh. Il était avec Luc Delahaye et Noël Kidu. Et Alfred a pris un éclat à peu près de la taille d'un zippo qui est rentré par la vessie et qui s'est logé dans les intestins. Avec Noël Kidu, on est retourné le voir à l'hôpital et là, on est tombé sur Alfred qui était en surinfection. Il avait une péritonite, il avait un ventre de femme enceinte, dur comme du bois, il était tout gris. Enfin, il était en train de crever d'une septicémie. Il n'a pas eu de chance quand même parce qu'il a battu le record des journalistes en temps à Grosny, parce qu'il est arrivé et 20 minutes après, il était à l'hosto. J'ai appelé Gokshin, le patron de Sipa Press, qui était le patron de l'agence pour laquelle travaillait Alfred, et je lui ai expliqué qu'il fallait le rapatrier. L'autre m'a dit, mais c'est grave. J'ai dit, c'est grave, oui. Si dans 48 heures, il n'est pas opéré, c'est foutu, quoi. Donc il a dit, ok, je te rappelle. Il a rappelé sur le téléphone satellite pendant que Noël Kidu engueulait tout le monde à la mairie, parce qu'en fait, on était en Ingouchi, pour essayer d'obtenir un véhicule, une ambulance. Il a fini par obtenir l'ambulance. Enfin, l'ambulance, c'était une Lada. Mais bon, c'est pas une Lada break. C'est-à-dire que quand on a mis Alfred dans l'ambulance, il y avait les pieds qui dépassaient à l'extérieur. Et Sipa a loué un Learjet qui est parti d'Helsinki avec un bloc opératoire à l'intérieur et qui devait se poser à plusieurs centaines de kilomètres sur l'aéroport international de Mineral Vodé. Mais pour ça, il fallait donc traverser les lignes et faire le tour en peu d'heures. Et ça a été très très compliqué. On s'est fait tirer dessus, je portais Alfred sur mon dos, l'ambulance a été détruite par un tir, il a fallu traverser le No Man's Land, j'étais obligé de cacher Alfred sous la neige, de lui faire des piqûres parce qu'il criait, parce qu'il avait mal. J'avais un accompagnateur du service touristique, du ministère du Tourisme Ingouche, qui me servait de traducteur et de guide, et au moment où on a été attaqué, il a ouvert son imperméable en cuir, il avait des grenades à la ceinture et une Kalachnikov cachée sous l'impair. Il s'est mis à ouvrir le feu sur les gens avec qui j'essayais de discuter. Enfin, ça a été un petit peu compliqué. Moi, j'ai été blessé au genou par un ricochet de balle. Et finalement, on est arrivé à Mineral Vodé. Les Russes, à un moment donné, nous ont aidés. Alors, c'est quand même incroyable, ils font le service complet. Ils blessent le photographe et ils nous fournissent à un moment donné un hélicoptère de combat dans lequel on a mis Alfred. Il nous a amenés à Mineral Vodé à l'aéroport. Là, on a attendu. Le Learjet est arrivé. La femme médecin qui était dans l'avion a cru que j'étais Alfred. Donc, je lui ai dit non, c'est pas moi. Elle m'a dit, mais vous êtes couvert de sang. Je dis, c'est pas le mien, enfin, sauf le genou. Donc, finalement, ils ont rentré Alfred dans l'avion. Et là, elle m'a dit, je pense pas qu'il va s'en sortir. Il a 4 de tension. Et je me suis assis. Elle m'a dit, restez un instant. Mais moi, j'avais ma voiture qui attendait. Je voulais repartir. Et en fait, ils m'ont proposé des sandwichs en attendant. Ils se rendaient pas compte que moi, j'avais perdu plus de 10 kilos. Donc ils m'ont dit, il y a du poulet, il y a du jambon, ou il y a du thon. Donc j'ai dit, je vais prendre les 3 en fait. Et il y a du café et du jus d'orange, je vais prendre ça aussi. Et je me suis endormi en mangeant. En fait, quand je me suis réveillé, on était à 10 000 mètres d'altitude, ils avaient décollé, sans me réveiller. Donc voilà, je me suis fait avoir, et je me suis retrouvé en l'air. Et Alfred, à ce moment-là, s'est réveillé, et il y avait une infirmière qui secouait le petit tube pour changer la perf. Et Alfred m'a regardé, il a vu les hublots, il a vu la jeune fille comme ça, il l'a regardé, il lui a dit « duty free ». Donc j'ai su qu'il allait mieux. Et on s'est posé à Roissy à 3h du matin. Il y avait l'ambulance, les portes ouvertes, qui éclairait la scène, plus les lumières oranges de piste. Gokshin, 2 mètres, en imperméable noir, avec l'imperméable qui flotte comme ça, accompagné de Bambi, sa secrétaire, habillée comme une bimbo absolue, en jupe de cuir serrée, etc. Plus la femme d'Alfred,
qui, quand elle est nerveuse et tendue, rit aux éclats. Et le type des douanes était un petit peu perplexe parce qu'il nous a vu arriver avec un brancard plein de sang, plein de boue. Moi, j'avais un casque accroché sur le côté. Je n'avais pas du tout prévu d'arriver à Roissy. Alfred était réfugié politique iranien. Et en fait, il avait sa carte de séjour de réfugié politique dans une banane devant. Et en fait, l'éclat de mortier avait traversé la carte à la hauteur de sa photo. Donc quand le douanier m'a demandé mes papiers qu'il a pris avec comme ça, parce que mon passeport était plein de boue aussi, et je lui ai passé la carte de séjour d'Alfred, et qu'il l'a regardé comme ça, qu'à la place de la photo, il y avait un trou. Il nous a regardé, c'était un peu beaucoup pour lui. Et en fait, il a été très bien. C'est à un moment donné, il fait bon, allez-y, j'en ai marre. Donc on est passé. À force de rester longtemps sur les conflits, on finit par être assez copains avec les combattants, parce qu'on vit des choses fortes. Et souvent, on échange numéro de téléphone, on se dit on se reverra. Malheureusement, très souvent, on ne se revoit pas. Mais à ma surprise, les Tchétchènes m'ont appelé un jour, ils étaient à Paris. Et donc, je ne savais pas très bien quoi faire d'eux. Ils voulaient aller au putes. Mais 12 Tchétchènes au putes, ça fait beaucoup. Moi, je les ai amenés à la coupole, dîner. Alors, ils sont arrivés, il y a eu un petit moment de surprise quand j'ai réservé la table et que je suis arrivé avec eux, parce que même s'ils étaient endimanchés, ils s'habillent un peu chez Mondial Moquette, quand même. C'est des gros manteaux en laine qui traînent par terre. Enfin, à part les grenades qu'ils avaient enlevées, ils ne sont pas très différents, en fait. Et on a commencé à dîner. À un moment donné, il y a un Tchétchène qui s'est levé pour aller aux toilettes. Il a renversé la chaise sur laquelle il y avait des manteaux d'une table voisine. Et le type l'a mal pris et a commencé à l'insulter. J'ai essayé de le prévenir que c'était pas grave, qu'on relevait la chaise et que tout allait bien. Le type a insisté, il a pas très bien compris en fait à qui il avait affaire. Le Tchétchène ne comprenait pas qu'on l'insultait, donc il m'a regardé. J'ai essayé de lui dire que c'était que le type était de mauvaise humeur, mais que c'était pas grave. Et à un moment donné, c'est parti quoi. Donc je ne vais plus à la coupole. Voilà. La Tchétchénie a été un drame épouvantable qui pourrait se répéter et qui s'est répété en Géorgie. Et aujourd'hui, on est à ça, que ça se reproduise à Kiev. Donc quand même, j'ai un peu l'impression que l'histoire se répète et bégaye et que nos grands politiciens avec des discours fabuleux ne font rien comme d'habitude. Donc parfois, on se demande vraiment à quoi servent nos images, quoi. La semaine prochaine, le journaliste du Monde Rémi Ourdan nous fera revivre la prise de Bagdad par les Américains en 2003. L'Irak dans la tourmente, l'histoire semble se répéter. Les beaux jours ne sont pas toujours synonymes d'insouciance. Dans le sud de l'Europe, c'est la période où les tragédies se multiplient. Chaque jour, des embarcations de migrants venus d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient se dirigent vers les côtes italiennes. L'intervention de la marine, qui vient au secours des naufragés, amplifie le phénomène, mais permet parfois d'éviter les drames, des noyades ou des naufrages. De janvier à mai, l'Italie a vu débarquer autant de nouveaux arrivants que pendant toute l'année 2013. Ils viennent car ils savent qu'ils seront aidés, comme à Rennes, en Bretagne. La nouvelle n'a pas tardé à se répandre. Jusqu'en Afrique, on sait maintenant que des habitants de Rennes accueillent les migrants chez eux et font en sorte de leur trouver un hébergement digne. Une belle histoire que nous avons choisi de rediffuser. C'est un reportage de Brigitte Chevet et Yoann Martineau de Aligaï Productions. Und darum zeigen wir sie Ihnen heute noch einmal. 6 heures du matin, un nouveau squat de demandeurs d'asile va être évacué. Depuis quelques années à Rennes, cette scène est devenue banale. Des CRS armés face à des familles, des enfants, avec leurs cartables et leurs trottinettes. Pour la plupart en situation régulière, ces migrants devraient être en principe hébergés par l'État français, le temps de l'examen de leur dossier. Dans les faits,
des familles entières se retrouvent dans une grande précarité. Tous les mercredis matins, place de la mairie, les militants du droit au logement les réunissent et essayent de répondre à l'urgence. T'as téléphoné au 115 ce matin? J'appelle. Pas de place, non place. Et vous dormez où? Non, hôpital sud. Et la gare? Je ne sais pas où dormir. J'ai 2 enfants. Le plus jeune a 2 mois. Vous êtes demandeur d'asile, donc vous n'êtes pas sans papier. Donc tu t'es en situation régulière en fait. Et malgré ça, il n'y a pas d'hébergement pour un bébé de 2 mois. Je ne peux pas, madame, s'il vous plaît, nous aidez-moi. Je ne peux pas, nous fatigués, nous nerveuses, moi. Les familles commencent à arriver, c'est les rendez-vous hebdomadaires où on fait le recensement depuis des mois, voire des années. Donc là, vers le midi, on pourra faire un point du nombre de familles sans hébergement, sachant qu'à mon avis, on ne sera pas loin encore de 50 personnes à la rue ce soir.